Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de New World Forum. Après 3 mois de mobilisation, l'opposition togolaise maintient toujours la pression de la rue sur fond de médiation discrète pour réunir pouvoir et opposition autour de la même table. Au-delà de la rue, l'opposition togolaise a-t-elle d'autres cartes à jouer? Nous posons la question à Maître Paul Dodji Apevon, qui nous fait l'honneur de venir en studio ce week-end. Maître Apevon, bonjour. Et bonjour. Vous allez bien, nous espérons. Je vais très bien, vous le voyez. Vous êtes le président des Forces démocratiques pour la République, FDR, parti d'opposition au Togo, parti membre de la coalition des 14 de l'opposition au Togo. Oui. Et comme je le disais tantôt, vous venez de boucler 3 mois de manifestations de rue, au moins 3 à 4 manifestations par mois, parfois violentes. Alors, un bilan, est-ce que vous n'avez pas marché pour rien? Parce que pour l'heure, c'est le statu quo. Non, marcher pour rien, si vous le dites comme ça, je ne sais pas pourquoi, sur quoi vous vous fondez pour le dire. Nous avons marché parce que nous avons des doléances, nous avons une plateforme de revendication. Et nous avons adressé cette plateforme-là au pouvoir en place. Et nous espérons, nous attendons que le pouvoir réagisse par rapport à cette plateforme. Parce que vous savez, depuis un moment, le pays est bloqué. Notre pays est totalement bloqué. Alors, il faut quand même que quelque chose vienne, un déclic se produise pour que ce pays redémarre. Il y a un pouvoir en place aujourd'hui, mais ce pouvoir a fait du surplace. On a fait du surplace pendant des années. On fait de la mystification. On tente d'aller faire du saupoudrage ici et là. Mais le pays, tout le monde, tous les Togolais, même ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays, reconnaissent que ce pays, dans ce pays, ça ne va pas. Interrogez-les un à un, vous constaterez que ça ne va pas. Alors si ça ne va pas, il faut changer de méthode. Il faut changer quelque chose pour que ça redémarre. Et c'est pour cette raison que nous disons, le point essentiel du blocage de ce pays, c'est les réformes. On ne peut pas nous dire que nous sommes en démocratie et appliquer des lois totalement abjectes d'un autre âge. Et il est arrivé un moment où tout le peuple togolais en a ras-le-bol. C'est notre ras-le-bol que nous sommes en train d'exprimer en disant que pour que ce pays redémarre, il faut qu'on nous ramène notre constitution de 92. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles cette constitution a été tripatouillée, modifiée, malmenée à plusieurs reprises. Alors, nous disons, le fondement de la République, c'est la constitution. La loi fondamentale que nous nous sommes donnée, avec la participation de tout le monde. Mais une minorité ne peut pas se lever un bon matin parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils ont un objectif à atteindre, aller le mettre dans cet état-là. C'est pour ça que nous marchons. Alors, nous marchons aujourd'hui. Eh bien, vous dites que nous marchons pour rien. Non. Parce que si je dois vous citer les résultats aujourd'hui, ils sont nombreux. Donc, on va en venir aux résultats. Ouais. Mais vous parliez d'un pays bloqué. Ouais. Sur quel plan? Mais vous êtes Togolais autant que moi. Dites-moi aujourd'hui si nous sommes dans un pays normal. Je crois que cette question-là, vous avez au moins la possibilité de répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, nous sommes dans un pays normal où les institutions fonctionnent? Qu'est-ce que vous appelez pays normal? Mais un pays dans lequel les institutions ne fonctionnent pas est un pays malade. Aucune institution ne fonctionne dans ce pays. Prenez-les une à une. Quelle est l'institution aujourd'hui qui fonctionne de manière convenable? Or, nous savons tous que pour qu'un pays soit solide, ce n'est pas seulement ceux qui animent, ils sont à tel poste ou à tel poste, mais il faut que les institutions, toutes les institutions, jouent leur rôle de manière convenable. Oui, mais de manière convenable, là, nous sommes dans le domaine de la subjectivité. Pourquoi? Parce que c'est vous qui appréciez, quand vous parlez de fonctionnement normal ou anormal. Oui. Quelle institution, par exemple, donnez-nous un exemple d'institution qui ne fonctionne pas? Mais je suis de l'Assemblée. Oui. Je suis député à l'Assemblée. Je prends l'exemple le plus élevé de l'institution Assemblée. Vous pensez que notre Assemblée, la manière dont l'Assemblée fonctionne, c'est comme ça que l'Assemblée doit fonctionner dans ce pays? Nous disons, la mission la première d'une Assemblée, c'est de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Dites-moi sincèrement, vous, journalistes, vous avez vu les députés à l'Assemblée contrôler ce que le gouvernement fait? Oui, la majorité des vous députés... Vous convoquez régulièrement des ministres qui viennent non, présenter... ça c'est du folklore. Ça veut dire qu'ils viennent, machin. Le contrôle de l'action du gouvernement,
c'est essentiellement de voir comment, prenons un exemple, nous allons souvent pour aller voter un budget, comment l'argent du contribuable est utilisé. Et c'est une mission fondamentale. Donc ça veut dire que c'est vous qui ne travaillez pas? Non, mais puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale. Non, ne me dites pas ça comme ça. C'est-à-dire que toutes les fois, si vous suivez les débats à l'Assemblée nationale, toutes les fois que nous avons interpellé ce gouvernement, nous avons interpellé nos camarades à l'Assemblée nationale pour dire, mais même si vous êtes député de la majorité, faites en sorte qu'il y ait une démarcation entre l'exécutif et nous, les parlementaires. Parce que lorsque l'exécutif ne sent pas une pression réelle du parlementaire pour corriger au moins quelque chose dans son fonctionnement, mais nous sommes comme dans quelque chose de bizarre où tout le monde croit que, bon, on est en démocratie, mais en réalité, tout ça là, c'est juste pour ça. Je prends un autre exemple. Ouais. Vous avez aujourd'hui, surtout la régularité de ce qu'on est en train de faire, on a mis en place une Cour des comptes. Parce que lorsque l'exécutif utilise l'argent du contribuable, il faut qu'il y ait un contrôle quelque part. Lorsqu'il n'y a pas de contrôle, le pays est ouvert. Chacun peut en prendre comme il veut. Or, lorsque les ressources que nous produisons, on ne fait pas un effort pour que les gens qui l'utilisent, on ait un contrôle sur eux. Tout ce que nous constatons aujourd'hui comme gabégie, comme détournement, mais ça va s'accentuer. Or, le seul organe aujourd'hui qui peut mettre un frein à cela, c'est l'Assemblée. Mais lorsque ça ne fonctionne pas là-bas, alors c'est toute la dérive que nous sommes en train de constater. Oui, mais... Et on a dit, la Cour des comptes, vous avez vu comment on a mis en place le fonctionnement de la Cour des comptes? Les gens qu'on a mis dans la Cour de compte, dans cette Cour de compte-là, vous croyez que ça va fonctionner? Lorsque ils ont décidé à un moment donné de mettre en place une institution pour la lutte contre la corruption, mais lorsque vous voyez même la composition de cette institution-là, vous allez en rire. Lorsqu'on vous dit, dans cette institution-là, le chef de l'État va en désigner un certain nombre, le président de l'Assemblée va en désigner un nombre, et le Sénat, comme il n'y a pas de Sénat, c'est l'Assemblée qui va... Finalement, ceux qui dirigent le pays, c'est eux qui luttent également contre la corruption. Vous voyez que tout ça là, c'est de la rigolade. Oui, pour revenir à l'exemple de l'Assemblée, si elle ne fonctionne pas bien, je vous retourne la question, est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui l'animent ne font pas le boulot, entre guillemets, comme il faut? Oui, mais je voulais retourner la question. Je dis, c'est comme si vous ne suivez pas ce qui se passe à l'Assemblée. Vous avez vu autant de fois, au moment du vote du budget, comment les députés de l'opposition que nous sommes, nous nous décarcassons pour obliger les gens à faire ce qui est normal et que ça ne se passe pas. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, mais est-ce qu'il suffit de d'avoir son opinion sur le fonctionnement d'une institution pour dire que toute l'institution fonctionne mal? Est-ce que c'est votre avis sur le fonctionnement de l'institution que vous donnez? D'autres députés de la majorité, peut-être, ne seraient pas d'accord avec vous. Mais ils ont le droit, parce qu'ils sont dans leur rôle. Ils ont le droit de dire que ça fonctionne. Mais si le Togolais lambda, vous le prenez aujourd'hui pour dire comment ça fonctionne le Togo, si tous les Togolais sont d'accord, nous ne serons pas aujourd'hui dans les rues. Si le Togo fonctionnait normalement, on ne serait pas une portion, ou une large majorité des Togolais ne seraient pas aujourd'hui dans les rues. Mais quand vous parliez de pays bloqués, moi je pensais plutôt aux activités économiques qui sont plus ou moins perturbées depuis quelques mois avec les manifestations qui ont lieu notamment pendant les jours ouvrés. Oui, mais les activités qui sont bloquées, c'est-à-dire que le fonctionnement, le problème économique, ce n'est pas ce que nous avons commencé il y a 3 mois qui crée des problèmes dans ce pays. Nous savions que j'ai parlé aujourd'hui de corruption. J'ai parlé de la justice togolaise, par exemple, où tout le monde sait qu'il y a un problème énorme là-bas, où les investisseurs ont des soucis tous les jours. Alors, ce n'est pas nos activités qui ont créé... C'est vrai que ça peut créer un problème, ça en crée, ça j'en conviens. Oui. Mais ce n'est pas parce que nos marches peuvent créer des problèmes que nous n'avons pas le droit de marcher. Parce que nous revendiquons quelque chose de lourd pour stabiliser le pays. À l'avenir, il faut que ces marches-là se fassent. Et surtout, si ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays sont conscients que les marches créent réellement des difficultés pour le pays, mais ils n'ont qu'à régler le problème que nous avons soulevé pour que nous retrouvions la paix. Et
En 3 mois, quels sont les résultats que vous avez obtenus aujourd'hui par rapport à votre cahier de doléances connu de tout le monde, hein, le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, et de temps en temps, on parle aussi de réforme du cadre électoral. Oui. Non, le résultat, vous ne le verrez qu'à la fin. Et la fin, c'est quand? Mais lorsqu'un dialogue sera ouvert et lorsqu'on sera allé à la table de négociation, rappelez-vous, lorsque nous avons commencé à manifester, je dirais même d'ailleurs que pendant un moment, 6 mois plus tôt, lorsque vous dites aux gens du pouvoir, oui, mais faites attention, les réformes que nous demandons là, si vous ne les faites pas au moment opportun, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard. Ils nous rient au nez. Parce qu'ils croient, à un moment donné, qu'ils ont maîtrisé le pays, aucun Togolais ne se lèverait plus pour aller manifester. Et nous avons fait énormément de démarches aujourd'hui pour que ce problème soit réglé des mois ou des années plus tôt. Mais ils croyaient qu'ils sont dans une situation confortable. Et surtout, le dernier exercice que nous avons fait dans ce pays, et c'est à partir de là que moi j'ai vu que ces gens-là, ils ont fondamentalement refusé de faire les réformes. C'est l'atelier du H-Tourne, où on nous a entraînés. À la réconciliation, mais bien sûr, de l'unité nationale. Tout à fait. On nous a entraînés dans ce cadre-là. Et à la fin, on a dit, on a trouvé enfin le consensus. Alors, le consensus mettait l'exécution, parce qu'en ce moment-là, il y avait déjà une proposition de loi de l'ANC, de ADI sur la table, qu'ils ont gelée. Moi, à mon âme et conscience, je croyais que cet atelier, les résultats de cet atelier allaient réveiller cette proposition de loi-là pour qu'on ait les réformes. Ces gens-là, s'ils étaient réellement de bonne foi, c'est ce qu'ils auraient dû faire pour qu'à l'Assemblée, on règle ce problème-là enfin. Mais les résultats de cet atelier, ils l'ont mis encore dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais on sait qu'une commission sur les réformes a été créée après cet atelier dont vous parlez. Une commission qui était à 2 jours de livrer ses résultats. Alors ça a donné quoi? L'atelier, la commission dont vous parlez, les résultats dont vous parlez, ça a donné quoi finalement? Je suis sûr que si c'était à refaire, ils ne le referaient pas. Je dirais même que c'est cette commission, cette commission nous a rendu service, en réalité. Nous a rendu service parce que lorsque la commission avec Mme Wana se sont mis à circuler dans ce pays du nord au sud pour aller poser des questions aux Togolais, la manière dont les questions sont posées, mais je crois que c'est ça d'ailleurs qui a révolté tout le monde pour dire, mais ces gens-là, ils veulent nous entraîner quelque part. Alors c'est là où les Togolais se sont réveillés. Le 19 août, là, PNP, je crois que la situation était trop favorable pour que le 19 août arrive. Alors finalement, je crois que ces gens-là nous ont aidés véritablement à réveiller les Togolais. Parce que c'est trop, comme on le dit souvent. Parce que lorsque vous croyez que vous avez une situation et vous en abusez, mais ça ne peut que vous péter au visage. Et ça, c'est en train de leur péter au visage. Justement, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse en parlant du 19 août, le déclenchement des dernières séries de manifestations au Togo. Comment se fait-il que le PNP, le Parti national panafricain de Tikpi Achadam, a réussi à mobiliser de cette façon ce que vous, les autres partis, n'ont jusque-là pas réussi à faire? Oui, mais vous savez, c'est vrai que depuis un moment, il y a des difficultés à mobiliser les gens. Mais ça ne veut pas dire que les Togolais n'étaient pas en réalité, en eux-mêmes, disposés à aller à des manifestations. Et pourquoi vous aviez des difficultés à mobiliser? Non, on ne dit pas que... Parce que tout ça là, il faut le préparer. Souvenez-vous, lorsque nous avons créé le FDL, l'appel que j'ai lancé à la création de ce parti, c'est que toute l'opposition se réveille pour aller à une mobilisation, pour aller à une action, à des actions communes. Et lorsque le FDL, ensemble avec 2 amis, on a créé le groupe des 6. Mais la démarche que nous avons faite, nous avons écrit, souvenez-vous également, un mémorandum, et que nous avons ventilé. Et nous sommes allés voir nos amis du CAP 2015 pour dire, il est temps enfin qu'on se mette ensemble pour faire des actions communes. Et nous avons projeté, nous aussi, vers la fin du mois d'août, la date fatidique, en demandant à chacun de faire un travail de proximité pour que finalement, vers la fin du mois d'août, au plus tard début du mois de septembre, on lance une action d'envergure. Au même moment, oui, Tikpi aussi, il prenait contact de manière assez, je dirais, trop calme. On ne le voyait pas venir.
Mais il a préparé, il a pris contact avec les gens, il a mobilisé. Et ceux qui étaient, comme nous tous d'ailleurs, exacerbés par la situation togolaise, mais les gens ont répondu à l'appel. Je ne dirais même pas que c'est seulement le Tikpi, ce qu'il a fait le 19, là, c'est seulement ceux qui l'ont contacté. Nos propres militants, au moment où l'appel a été lancé, des militants de nos partis ont dit, mais pourquoi vous ne nous laissez pas aller participer à tout ça? Ça veut dire que tout le monde en avait marre. Et quand le mouvement a été lancé, les gens sont engouffrés là-dedans. Et c'est ça ce que nous Mais après le 19, il y a eu beaucoup de manifestations. Ces dernières semaines, cette semaine d'ailleurs, vous avez encore eu à faire 3 jours de manifestation. Oui. Est-ce qu'on ne constate pas un essoufflement de la rue? Parce que jeudi, vendredi, dans les rues de Lomé, on était loin des mobilisations des premiers jours. Mais si vous étiez à la marche d'hier, vous ne me parleriez pas de mobilisation. Si vous avez vu le nombre, peut-être que vous serez du côté de Yark pour dire que c'est 300 personnes. Le ministre de la Sécurité. Heureusement qu'au moins il a corrigé son chiffre en hausse en disant, parce que une fois il a dit que c'est 7000, mais la dernière fois il a dit que c'est au moins il reconnaît que c'est 18 000. Alors, lorsque Yark vous dit que c'est 18 000, il faut multiplier au moins le chiffre par 10. Je ne sais pas avec quelle loupe il voit le nombre. Et il se met dans cet exercice toutes les fois qu'on marche. Et ça devient parfois même ridicule. Où il dit, ici c'est 200, ou ici c'est 10, ici c'est 20. Oui, c'est le rôle du ministère public, du ministère de la Sécurité de donner les chiffres. Non. On dit souvent chez moi que... Ça se voit dans tout le pays. Et on dit souvent, j'ai un adage chez moi qui dit que lorsqu'une femme a des jumeaux et que l'un est décédé, il dit qu'il est allé chercher des fagots. Il ne reviendra jamais. C'est son problème à lui. Si le chiffre que nous avons dans les rues chaque jour, il tente à les minimiser, à quelle fin d'ailleurs, ça c'est son problème. Mais en tant que père de famille, samedi, je trouve quand même que c'est ridicule. Quel est votre chiffre samedi? Il y avait combien de Togolais dans les rues? Non, il y a plus de 100 000 Togolais dans les rues le samedi. C'est tous ceux qui ont vu le nombre, la déferlante là le samedi, mais on ne vous dira pas 18 000 personnes. Mais 100 000, est-ce que c'est pas peu sur les 7 millions de Togolais que le pays compte? Mais j'ai une activité à Lomé. Le Togo on est plus de 7 millions. Mais au même moment où on marchait à Lomé, il y a eu au moins une vingtaine de villes qui ont marché. Et lorsque vous prenez ces chiffres-là rassemblés, vous verrez qu'au moins par semaine, il y a plus d'1 million de Togolais qui marchent. Alors, si ce nombre-là ne suffit pas au gouvernement de comprendre qu'enfin, il faut faire quelque chose, mais c'est tant pis. Parce que moi je suis parfois désabusé. Lorsque une situation se crée dans un pays et que ceux qui gouvernent le pays, qui doivent être à l'affût des événements pour dire, mais comment nous corrigeons? Ils font semblant de dire, oui, mais ça ne fait rien. Ça là, un autre événement se produit, on dit, ça ne fait rien. Et puis après un jour, on voit que tout ça là, boum, ça vous pète au visage. Et c'est ce qui va arriver. Lorsque vous vous trompez vous-même, la situation s'aggrave de jour en jour. Vous faites semblant de ne pas reconnaître, mais un jour, fatalement, ça va vous péter au visage. Parce que moi, j'ai été estomaqué. Lorsque cette crise a commencé et que tout le monde interpellait le chef de l'État, a dit, mais enfin, mais pourquoi il ne parle pas? Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des dégâts un peu partout. Mais dites quelque chose à votre peuple. Et enfin, il est allé à Thiévier, à l'occasion du congrès de son parti. Mais à ce congrès-là, il s'est adressé aux militants de son parti, croyant que c'est seulement les militants de ce parti qui font le Togo. Le peuple togolais ne se résume pas aux militants de UNI. Alors, lorsqu'il dit, oui, mais les gens me critiquent, mais vous, dans la mesure où vous m'adulez, vous me caressez, vous me félicitez, moi, ça me suffit. Et que la solution vient de vous. Mais un chef d'État ne fait pas ça. Un chef d'État ne résume pas la situation de la nation à un groupuscule de militants du parti. Est-ce que ce n'est pas une réponse du berger à la bergère? C'est quoi? Quand, dans la rue, l'opposition aussi donne l'impression qu'elle a le monopole du peuple, c'est une réponse pour dire aussi que lui, il a des gens derrière lui. Oui, mais un chef d'État, moi je ne suis pas chef d'État. Je suis militant d'un parti politique. Je m'adresserai à mes militants. Les 14 que nous sommes,
chacun peut s'adresser, mais même groupé, nous nous adressons à nos militants. Lui, chef d'État, il est au-dessus de tout ça. Un chef d'État ne se comporte... Il était dans le cadre partisan. Il était avec ses militants. Il en a le droit. Il n'avait pas à parler des problèmes de la nation. Il aurait pu juste parler des problèmes de son parti. Mais lorsqu'il parle des problèmes de la nation, en s'adressant, en prenant seulement les militants de son parti, alors il est passé totalement à côté. Et puis la deuxième bourde qu'il a commise, c'est quand il est allé la dernière fois à Téméja pour aller dire aux militaires, sans enquête, sans produire le résultat d'une enquête, que moi, je vous livre les responsables de l'opposition, c'est eux qui sont à l'origine des tueries, etc. Alors qu'en réalité, un chef d'État, avant de dire une chose comme ça, a produit un rapport d'enquête. Nous avons demandé dans ce pays que sur ces événements-là, une enquête indépendante soit réalisée. Et surtout que les manifestations, ce qui s'est produit à Sokodé la dernière fois, mais ce n'est pas à l'issue des manifestations de l'opposition. Nous n'avons pas appelé à manifester le jour-là quand les événements sont produits. C'est eux qui ont fait des arrestations, une arrestation dans des conditions scabreuses. C'est ça qui a dégénéré. Comment voulez-vous que dans une nation qui se respecte, les gens veulent aller interpeller un citoyen qui n'est pas dans un bunker, qui n'a pas des armes? On avait la possibilité seulement de le faire convoquer, il se présente. Et on le dit, on l'arrête. Oui, mais quand vous savez, dans les conditions que savez-vous des choses que l'imam détient ou ne détient pas? Non, mais c'est-à-dire que c'est là où, quand vous me dites ça comme ça, j'ai envie de... Non, une nation qui se respecte, ce qu'ils ont fait là, si eux-mêmes, aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas que c'est eux qui ont créé la situation là, mais c'est un peu dommage pour notre peuple. Parce que on aurait dû interpeller ce imam-là de manière simple, à suite d'une convocation. On n'aurait pas inventé. Ce qu'ils ont fait là, c'est comme un film de Hollywood. On était la lumière, la nuit, on est allé comme des Rambo pour aller enlever les gens en pleine nuit. Donc vous avez je crois même qu'ils ont à votre niveau des rapports qui vous permettent de faire des affirmations? Je ne fais pas des affirmations. Oui, moi, je ne parle pas. Les rapports. Vous décrivez une situation. Mais on sait avec des détails. On sait au moins ce qui s'est passé. Avez-vous les rapports? Non, mais comme un rapport. On n'a pas besoin d'un rapport pour dire dans quelles conditions au moins la personne a été arrêtée. Donc, de la même manière, le chef de l'État pouvait aussi donner son avis sur le sujet. Non, ça, c'est son problème. Bon, s'il croit que ce qu'il fait là, c'est ça qui est bien pour le Togo, bon, moi, je ne sais pas moi qui gouverne le pays. Hein. Moi, je ne suis pas chef d'État. Moi, je ne suis que président d'un parti. Alors, s'il pense que c'est bon pour... Alors, moi, vous m'avez demandé la question tout à l'heure sur les résultats. Au moins, ce que je sais, que nos mouvements aujourd'hui ont permis au monde entier de connaître la situation du Togo. Avant, lorsque vous parlez du Togo, peut-être que les gens ne savent même pas où le situer sur la carte du monde. Mais aujourd'hui, partout où vous passez, dans n'importe quel pays, on vous dit, ah, au Togo, là, il y a un régime qui est en place, ça fait plus de 50 ans. C'est déjà un réveil partout. C'est le mouvement de rue là qui ont permis d'avoir ça. Est-ce que ce sont des informations justes qui sont distillées à l'extérieur? Parce que certains pensent que c'est du dénigrement. C'est du dénigrement de dire qu'un régime est en place depuis 50 ans. Vous citiez le chef de l'État tout à l'heure, quand il s'adressait à ses militants lors du congrès du Parti Union pour la République. Il disait donc en substance que c'était de l'intoxication... à la limite de la provocation. Je vous retourne la question. Dites-moi si on dit que un système en place où de père en fils, ils font 50 ans, est-ce que ça dit dénigrement? Si ça dit dénigrement, dites-le-moi. Est-ce que le régime là où le père en fils, ils sont en place depuis 50 ans? Mais quand vous parliez de père en fils, c'est comme si il n'y avait pas eu d'élection au Togo. Je ne dis pas des élections auxquelles vous participez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, est-ce que de père en fils sont en place depuis 50 ans? Répondez-moi, vous êtes journaliste. Si vous me dites que c'est faux, je reconnaîtrai que c'est faux et démontrez-moi que c'est faux. Alors, lorsque les gens le disent, et ce réveil dont je parle là, par rapport à nos mouvements, les gens disent, mais au moins ce peuple-là, ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ont raison de dire que dans tous les pays du monde aujourd'hui, la gouvernance du pays est limitée dans le temps. Lorsque vous faites un temps, il faut partir pour renouveler la gouvernance au sommet de l'État. Mais lorsque les mêmes personnes sont là en place pendant, je dirais 10 ans, c'est bon, peut-être. Mais 15 ans, c'est trop. Et au-delà de 15 ans, c'est la catastrophe. Alors, c'est ça, justement, le problème du Togo aujourd'hui.
Parce que ce que nous apprenons, ou ce qui crée la difficulté dans ce pays, c'est qu'on est dans un mandat aujourd'hui, qui est le 3e, mais on dit à la fin de ce mandat, il faut recommencer. C'est pour ça que certains d'entre eux, fièrement, pour provoquer justement nous tous, se sont répartis sur les radios dans le temps pour dire oui, nous allons mettre le compteur à 0. Nous allons mettre le compteur à 0. Comme ils sont dieux. Et ils ne sont pas dieux. Oui, mais ce qui peut se passer demain, personne d'entre eux ne le connaît. Du point de vue légal, est-ce que le compteur n'aurait pas dû être mis à 0? Pour dire quoi? Selon vous? Pourquoi? Pourquoi? Le problème du Togo, tel que je vous le décris, ce n'est pas une question de légalité. C'est une question de légitimité. Oui, c'est une question de légitimité parce que la légitimité n'a pas de baromètre. Il n'y a rien de scientifique pour mesurer la légitimité. C'est une question de subjectivité. Mais je vous le concède. Je vous le concède volontiers, mais nous qui sommes dans la rue aujourd'hui, nous estimons que même si vous voulez enfermer, les Togolais qui veulent enfermer tout ça là, dans la légalité, nous disons, mais nous ne pouvons plus supporter légitimement qu'un même système reste en place au-delà de 15 ans. Ça, c'est une question légitime que nous posons, légitime et politique. Mais comment vous pouvez, abandonner la loi pour la légitimité? On n'abandonne pas la loi. Lorsque vous le dites, c'est comme, surtout quand un journaliste me pose la question dans ces termes, vous parlez de légalité. Mais regardez, faites un pas en arrière pour voir les conditions dans lesquelles notre constitution a été modifiée. Vous me parlez de légalité? Oui, mais c'était légal. C'était légal les députés avaient les prérogatives pour modifier lorsque nous avons une constitution, un président d'assemblée, lorsque le chef de l'État meurt, c'est le président de l'assemblée qui reste en place pour diriger le pays et organiser des élections. Lorsque, malgré la présence de cette institution, de cette partie de notre constitution, on chasse le président de l'Assemblée. On organise un truc, un catimini pour dire c'est quelqu'un d'autre qui va... Et vous me parlez de légalité? Vous osez me dire que c'est légal? Oui, mais est-ce que ces étapes n'ont pas été franchies dans la mesure où il y a... C'est les causes profondes du mal togolais. Nous sommes partis de là. La racine du mal est à ce niveau. Lorsque vous partez de quelque chose qui n'est pas légal, qui est corrompu, mais ne me dites pas que l'affaire est légale. Est-ce qu'avec l'accord politique global que vous avez signé en 2006, est-ce que tout ce qui a été, disons, souillé, illégal, est-ce que ça n'a pas été légitimé? Alors, j'aurais pu vous dire oui. Si ces gens-là, nous avons accepté à un moment donné que malgré le cafouillage qu'ils ont organisé, malgré, j'allais utiliser un mot, mais je ne l'utilise pas, nous avons décidé volontairement de faire en sorte que nous puissions redémarrer. Si l'accord que nous avons signé en 2006, ils avaient eu au moins l'honnêteté de mettre cet accord-là en œuvre, on aurait pu dire en ce moment-là, oui, on a effacé le passé et on est reparti vers quelque chose de nouveau. Oui, mais même ça, là, ils ont refusé de le mettre en application. Est-ce qu'ils ont refusé? Vous étiez quand même très proche du Premier ministre d'alors, Maître Yaouvia Gouibo, qui avait la responsabilité, en tant que chef du gouvernement d'union nationale, de conduire ces réformes. Pourquoi ne l'aviez-vous pas fait? Non, mais c'est-à-dire que ce que vous dites là, vous me dites que je dis totalement suranné. Nous avons signé un accord, ce n'est pas Gouibo seul qui a signé un accord. Oui, c'est le peuple togolais. Oui, c'est lui qui dirigeait le gouvernement d'union, qui avait la responsabilité d'appliquer les accords. C'est ce que dit l'accord politique global. Non. Les réformes devaient être conduites au sein, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. C'est écrit noir sur blanc. Bien sûr. Mais pourquoi ce gouvernement n'a pas pu opérer les réformes? Mais le gouvernement n'a pas pu opérer les réformes parce qu'il n'y a pas de volonté de part et d'autre. De part, c'est où et d'autre, c'est où? Non, c'est-à-dire que moi, je dis, oui, même si au niveau de l'opposition, il y a quelques réticences qui n'ont pas permis de le faire, mais la première responsabilité de la gouvernance, comme je l'ai dit, dans un pays, c'est ceux qui sont au pouvoir. Oui, le chef de l'État, lui, il est en place. Un Premier ministre est venu. Et puis, vous savez, le Premier ministre, dans le régime, le système actuel, mais il a quelle prérogative? Prenez notre constitution. Quelle prérogative le Premier ministre a? Mais c'est le chef de l'État qui a gardé... Il aurait pu taper du poing sur la table pour obtenir les réformes. Allez interroger à Gouibo pour voir comment ils l'ont manœuvré.
À un moment donné, même, on a constaté qu'il y a beaucoup de ministres qui ne rendaient même pas compte au Premier ministre. Il allait directement chez le chef de l'État. Il s'agit du fonctionnement interne du gouvernement. Vous parliez des réticences au sein de l'opposition qui n'auraient pas contribué peut-être à faire appliquer les accords. À quoi faites-vous allusion? Non, je fais allusion à quoi? Moi, je ne fais pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'au moment où ça a été fait, la manière, quand Gbagbo a été nommé, bon, il y a certains de l'opposition qui n'avaient pas accepté la chose. Mais si la bonne volonté était manifestée par le chef de l'État, dit, mais nous avons signé un accord, même s'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas d'accord avec votre nomination, moi, je prends l'engagement qu'avec votre présence, on va faire les réformes. Ça veut dire qu'on a constaté après qu'eux, ils cherchent, à partir de ceux qui ne sont pas d'accord du côté de l'opposition, un alibi pour ne pas faire les réformes. C'est un alibi qu'ils ont cherché tout le temps. Je prends même l'exemple de 2014. Lorsque le projet de loi a été envoyé à l'Assemblée, mais nous étions ceux d'entre nous. Le projet de révision constitutionnelle. Bien sûr, le projet de révision constitutionnelle. Nous avons fait un travail à l'époque pour permettre justement que les réformes soient faites à ce moment-là. Mais comme eux aussi, ils ne voulaient pas de cette réforme-là. Oui, de part et d'autre, il y a eu des résistances. Mais je sais, même s'il y a des réticences à ce niveau-là, je dis, s'ils avaient réellement envie véritablement que ces réformes soient faites, nous qui avions voulu que la chose soit orientée d'une certaine manière, ils auraient pu s'appuyer au moins sur nous pour faire les réformes. Ils ont refusé. Comme la dernière fois, quand ils ont fait passer le test devant l'Assemblée nationale et voter pour référendum. Mais bien sûr, cela dit que quand je vous parle de 2014, je prends le test qui a été envoyé à l'Assemblée en 2014. Un certain nombre de dispositions dans ce projet-là auraient pu nous mettre à l'aise si on les votait. Mais ils ont refusé. Et tout dernièrement, lorsque nous avons commencé à faire les manifestations, alors qu'eux, ils croyaient qu'ils ont la même vie sur tout et que tout est fini, mais sous cette pression-là, ils ont été obligés d'envoyer un test à l'Assemblée. Et les conditions dans lesquelles le vote a eu lieu à l'Assemblée, ce n'est pas digne d'une Assemblée. Et c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Que les institutions de notre pays ne fonctionnent pas. Vous imaginez une seule seconde qu'on envoie un test à l'Assemblée nationale. La prérogative prioritaire, fondamentale, qui est accordée à un député ou à un groupe de députés, qui soit de la majorité ou de l'opposition, c'est de faire des amendements à un projet. Oui, mais ça, on ne va pas revenir sur ces choses. C'est pour démontrer que nos institutions ne fonctionnent pas. Les autres ont dit également que les amendements devaient porter sur les articles que le gouvernement a présentés. C'est pour vous dire que non, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucune institution de ce pays ne fonctionne. Aucune. Même si au niveau de l'Assemblée, ça ne fonctionne pas, alors dites-moi, quelle est l'institution qui fonctionne? Peut-être l'opposition, qui est une institution aussi. Ça veut dire que vous ne fonctionnez pas aussi. Mais c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Cela dit, malgré tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les manifestations, les marches aujourd'hui ont quelque chose de comment on va dire, redondant, quelque chose d'amorti? Est-ce qu'on peut continuer longtemps encore comme ça? Mais nous n'avons pas d'autre arme. La seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la pression populaire de rue. On n'a pas des armes, on n'a pas de fusil. Mais la mobilisation que nous faisons aujourd'hui dans la rue, c'est la seule arme que nous avons pour forcer le régime à faire les réformes que nous demandons. Est-ce qu'elle peut être efficace, cette arme-là? Elle n'a pas montré ses limites. Comment elle a montré ses limites? Jusqu'à présent, je vous ai démontré, jusqu'à la marche d'hier, que ça fonctionne. Alors, pourquoi vous me dites que ça a ses limites? D'accord. On parle de négociations, des médiations discrètes pour aboutir à une négociation. Je voudrais qu'on en parle, mais on va écouter pluralité d'opinions. Un autre parti, il est nouveau, le Parti du Peuple et d'Intégrité, PPI, dont le représentant aux États-Unis, Zato Kadambaya, a souhaité nous dire un mot sur la crise. Il condamne les violences qui ont lieu dans le pays et invite les uns et les autres au dialogue. Zato Kadambaya. Le PPI demande à tous les Togolais, et particulièrement à la jeunesse togolaise, de préserver l'unité nationale et la paix sociale sans lesquelles aucune réforme n'est possible, aucun développement n'est possible. Le PPI invite toute la classe politique à aller aux réformes dans le respect des textes et lois
actuelle. Car pour le PPI, changer les lois, c'est accepter les lois. Toutefois, le PPI demande au gouvernement, dans l'intérêt supérieur de la nation, de ramener le projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale et permettre à l'opposition parlementaire de se prononcer en y apportant des amendements et ainsi obtenir de façon consensuelle les réformes conformément à l'esprit de l'APG. Le PP lance un appel pressant à l'opposition de privilégier les négociations et le dialogue afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise que traverse notre pays. Cependant, le PPI rappelle que le retour pur et simple à la Constitution de 92, bien que souhaité, n'est pas idéal, car cette dernière n'étant pas parfaite. De sa part, le PPI supporte sans ambiguïté la limitation du mandat présidentiel et soutient qu'en aucun cas, un Togolais ne pourra diriger ce pays pendant plus de 2 mandats. Le PPI propose alors à tous les acteurs politiques de saisir l'occasion pour amender notre Constitution afin de la rendre plus robuste et difficile à trépatouiller dans le futur. Zato Kandabaya vous invite à privilégier le dialogue, les discussions. Est-ce que vous êtes dans cette disposition d'esprit? Bon, oui, mais Zato Kandabaya, c'est la première fois que j'entends le nom de son parti. Mais pour la question que vous me posez, moi, je suis toujours depuis longtemps dans la formule du dialogue. On n'a jamais été, en tout cas pour ce qui concerne ma formation politique, nous sommes dans la logique d'un dialogue. Mais un dialogue, en tout cas, que j'appellerais un dialogue sérieux. Parce que nous sommes rendus compte que tous les dialogues que nous avons eu à faire dans ce pays pendant des années, vous parlez tantôt du 22e ou 23e, dans lequel qui est appelé. D'ailleurs, tout à l'heure, le plateau qui vient va tenter de nous expliquer pourquoi les accords politiques ont du mal à s'appliquer dans notre pays. Tout à fait. Ils vous l'expliqueront, mais je vous le dis tout à l'heure, en déflorant un peu le sujet, c'est que la volonté n'est pas là. Parce qu'un dialogue, en réalité, c'est une volonté d'aller à un résultat. Lorsqu'on appelle à un dialogue, il faut qu'on soit sincère en allant à ce dialogue-là. Mais lorsque les gens considèrent un dialogue comme une manière de faire baisser une tension à un moment donné et de contourner les résultats de ce dialogue pour aller faire autre chose, la crise togolaise va durer pendant encore des années. Et ce que le peuple togolais ne veut plus. En tout cas, moi, je suis d'accord pour un dialogue. Mais pas pour des dialogues pièges là, où vous allez et on vous surveille, et dès que les résultats sont là, les gens vont s'organiser quelque part pour dire comment nous faisons pour contourner les résultats. Mais pourquoi vous voyez simplement la mauvaise foi d'un côté et au sein de vous? Il dit que cette manière de voir les purs d'un côté et les impurs de l'autre, est-ce que ça ne... Ce n'est pas ça. Moi, je vous dis que ce n'est pas voir les purs d'un côté et les impurs. Je dis lorsque nous avons un dialogue, et nous avons fait un dialogue et que les résultats sont là, mais ceux qui les mettent en œuvre, c'est quoi? C'est ceux qui dirigent le pays. L'opposition ne met pas en œuvre les résultats de dialogue. Oui, lorsque vous concluez un accord, on a parlé abondamment tout à l'heure de l'accord politique global de 2006. Oui. La mise en œuvre est dépendante de qui? Oui, des deux camps. Mais des deux camps, bien sûr, mais plus fondamentalement de ceux qui sont au pouvoir. Et je voulais démontrer. Alors, est-ce que ceux qui sont là... Plus fondamentalement, plus secondairement, ça dépend aussi mais bien sûr. Des autres acteurs. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour? Les accords antérieurs qu'on a eu à faire dans ce pays, pourquoi ça n'a pas marché? L'accord cadre de Lomé, qui a précédé l'accord politique global, pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? On a signé un accord à ce moment-là, mais c'est la majorité au pouvoir qui est allée à l'Assemblée pour aller torpiller cet accord, qui nous a entraîné les difficultés en 2002. Ils sont allés aux élections là sans nous. Et donc, qui a entraîné ce que donc selon vous, sans détour, c'est, comment on dit, la disposition d'esprit de ceux qui sont au pouvoir... Je les accuse
je les accuse de mauvaise foi. Je les accuse de mauvaise foi parce qu'ils n'ont pas envie de laisser le pouvoir. C'est-à-dire que lorsque les gens sont dans cette disposition de dire « nous resterons toujours et toujours au pouvoir », ils vont tout le temps contourner les accords. C'est ça qui est mauvais pour le pays. Et c'est ça qui nous a entraînés dans la situation actuelle. Est-ce qu'on n'est pas possible de vous faire les mêmes reproches, vous qui avez aussi envie, coûte que coûte, d'accéder au pouvoir? Mais c'est notre droit de vouloir accéder au pouvoir. Mais c'est leur droit aussi de rester au pouvoir. Mais en utilisant des moyens aussi détournés pour rester au pouvoir. C'est-à-dire que si c'est légal, nous avons des institutions qui fonctionnent, nous allons à des élections transparentes et qu'ils gagnent tout le temps, oui, on dirait que nous ne sommes pas organisés pour prendre le pouvoir. Mais lorsqu'ils veulent non seulement utiliser les ressources de l'État pour eux, ils veulent utiliser toutes les lois pour eux, donc ils veulent aller à des élections pour ne pas les perdre. Alors, dans quelle démocratie on est? Alors finalement, on n'est plus en démocratie. Vous parlez du dialogue, vous avez rencontré lors de pré-négociations un médiateur du président ghanéen Nana Akufo-Addo. J'espère que vous avez été écouté aussi. Qu'est-ce que vous avez dit à la délégation? Non, c'est-à-dire que lorsque la délégation nous a rencontrés pour nous parler de dialogue, nous avons été tous d'accord pour dire oui, nous sommes d'accord pour ouvrir. Même si c'est, je ne sais pas, le 23e, le 24e, on est prêt à aller à ce dialogue. Parce que vous êtes à condition un peu fatigué des manifestations, parce qu'entre-temps aussi, vous aviez dit le départ du chef de l'État ou rien. Nous, on n'a jamais dit ça. Oui, mais vous avez entendu ça autour de vous. Non, mais c'est-à-dire que dans un regroupement, beaucoup de choses peuvent se dire. Mais collez-vous à ce que nous avons sur notre plateforme revendicative. Notre plateforme revendicative, c'est le retour à la Constitution de 92. La réforme du cadre électoral, la libération de ceux qui ont été arrêtés injustement, et puis le vote de la diaspora. Voilà, si vous vous prenez, depuis le début de notre manifestation jusqu'à aujourd'hui, notre plateforme se résume à cela. Oui, mais peut-être c'est ce que vous vous dites, mais vous entendez aussi des gens dire... Mais pourquoi vous voulez ramener le débat à ce que vous entendez? On vous a produit un document. Oui, mais parce que c'est fondamental. À un moment donné, lors des manifestations, est-ce que le dérapage, à partir de ce moment-là, c'est pas ça qui a créé les problèmes? Le fait de dire que le chef de l'État doit dégager tout de suite et maintenant. Vous avez entendu, nous, là, de manière officielle, on est allé vous dire qu'il doit dégager là maintenant? Oui, on l'a dit. Moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews relayer cette position. Je vous dis, moi, pour ce qui me concerne, que nous avons une plateforme. Les conclusions... Mais vous êtes 14, vous n'êtes pas... Mais bien sûr, je dis les conséquences qu'on tirera plus tard de ce que nous faisons, sur quoi nous allons déboucher, ça c'est autre chose. Mais pourquoi vous voulez parler de ces conclusions alors que les négociations n'ont pas commencé? Oui, mais qu'est-ce que... Vous êtes en train de parler comme si vous ne savez pas ce que c'est qu'un parti politique. Le parti politique a le droit de demander ce qu'il doit demander. Même si peut-être demain il ne va pas l'obtenir, il a le droit de le demander. Pourquoi quel est le reproche que vous faites à ceux qui le disent? C'est leur droit de penser la chose de cette manière. C'est le droit des citoyens qui sont dans la rue de réclamer la chose de cette manière. Mais le problème, quel est le reproche que vous leur faites? Si vous allez à des négociations demain que vous n'obtenez pas le départ du chef de l'État, quel discours allez-vous tenir à vos militants? Est-ce que ça ne va pas être difficile de revenir leur dire voilà ce que nous avons obtenu? J'ai dit, nous ne sommes pas encore à ce dialogue-là pour dire que notre revendication, c'est le départ. J'ai dit, laissez le dialogue venir. Pendant ce dialogue-là, mais vous apprécierez. Pourquoi vous le dites? Ce que nous n'avons pas dit, pourquoi vous le dites? Vous voulez nous le faire dire? Et donc, c'est pour quand finalement ce dialogue? Mais le dialogue, nous avons posé, ce ne sont pas des préalables. Nous avons dit il est normal pour que ce dialogue-là se déroule dans de bonnes conditions. Alors, la première condition, nous pensons qu'il faut mettre un comité préparatoire en place. Ce comité-là va réfléchir sur les sujets à discuter. Oui, le lieu du dialogue. Le lieu du dialogue, la date, et puis ceux qui vont être les protagonistes de ce dialogue. Donc, ce comité préparatoire va nous aider à régler tout cela. Et après, donc, comme c'est au cours des travaux de ce comité qu'on fixera la date, ben, à ce moment-là, on saura. Il y a eu des propositions qui ont été faites, on parle de 27-28, mais après les travaux du comité préparatoire, on saura si réellement les 27 et 28 là vont être retenus comme la date du dialogue. Oui, Nana Akufo-Addo s'active. Ce sera la dernière question. Le président de l'Union africaine également vous a appelé pour des discussions. On parle de mardi prochain. Est-ce qu'il ne faut pas centraliser tout ça ou...
Oui, mais vous savez, avant même que Nana Akufo-Addo n'intervienne dans ce débat-là pour envoyer une délégation à Lomé, nous avons déjà reçu une première alerte du président de l'UIA, Alpha Condé, qui devait normalement venir à Lomé, ou bien envoyer, nous chercher à Lomé, une délégation de la coalition pour aller discuter avec lui à Conakry. C'est la veille, où le jour où on devait aller, c'est à la veille que l'imam a été arrêté avec tout le dérapage que nous avons connu. Alors, la rencontre a été reportée à plus tard, mais finalement, ça n'a plus eu lieu jusqu'au moment où le Nana est intervenu dans le dossier. Mais lui aussi, de son côté, il estime que, en tant que président de l'UIA, il doit au moins permettre que tout ça là débouche sur quelque chose. Donc, vous irez à Conakry? Je ne sais pas pour le moment. Vous êtes prêt à y aller? Mais nous, les rencontres que nous voulons faire pour que finalement on ait un résultat, nous n'avons jamais été contre. Donc, si c'est venir nous rencontrer ici ou aller à Conakry, nous étions déjà prêts, disposés à aller le rencontrer. Dernière question, Maître Apevon, quand les négociations vont s'ouvrir, que souhaitez-vous? Quelles sont vos revendications précises? Avec quoi souhaitez-vous revenir à la maison comme résultat des négociations? Et on va terminer avec. Mais les résultats, moi je me réfère toujours à notre plateforme revendicative. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour que ce pays retrouve la sérénité, il faut aller à ce que nous demandons là, à la Constitution de 92. Même si plus tard, mais on dit oui, il y a tel aspect, etc. qu'il faut, on avisera. Mais nous sommes en train de revendiquer quelque chose. Pour la sérénité, la paix dans ce pays, il faut qu'on aille à ça. Et que les conséquences qui vont découler, mais on discutera pour trouver la solution qu'il faut pour que le pays redémarre. Et qu'avant d'aller là-bas, ce que nous avons demandé pour que le dialogue se déroule dans la sérénité, on puisse d'abord libérer les gens qu'on a arrêtés à tort et à travers là. Il faut les libérer. Et il faut faire en sorte que dans la grande sérénité, nous puissions avoir toutes les coups de franc pour aller à un dialogue sincère. Un dialogue véritablement sincère qui débouche sur des résultats applicables pour tout le monde. Parce qu'on ne voudrait plus qu'on nous manipule et qu'on aille à un dialogue et puis après on nous dit « Ah oui, mais on a eu ça, mais ce n'est pas ça, etc. » Et que des interprétations commencent à tort et à travers. Merci. Nous voulons que ce dialogue-là soit le dernier pour le Togo et que nous puissions nous occuper plus tard des problèmes de développement plutôt que de passer toute notre vie à parler de dialogue dans ce pays. Merci. Paul Dodji Apevon, vous êtes le président des Forces démocratiques pour la République, FDR, parti d'opposition, membre de la coalition des 14. Merci d'être passé. Merci. Dans un instant, nous nous retrouvons pour la seconde partie de New World Forum, cette fois-là avec Michel Adovi Gouyakoui, il est professeur titulaire d'histoire à l'Université de Lomé, Roger Tamassé Daniwe, professeur titulaire également de sociologie politique, l'Université de Lomé, et Dr Ekwe Foli, historien politologue de l'Université de Padoue en Italie. Nous parlerons des causes de l'échec de l'application des accords politiques conclus au Togo. A tout de suite pour la seconde partie.